Oui, merci Dick. Alors je vais tout d'abord moi aussi m'incliner avec respect devant tous les vieux qui sont ici, devant les sénateurs, les autorités coutumières. Merci de me donner aujourd'hui la parole ce matin. Je reçois cela comme un grand honneur. Je vous parlerai tout à l'heure de la résolution 78, puisque c'est l'un des principaux thèmes des travaux que j'ai fait depuis plus de 30 ans. Mais au cours de ces recherches historiques, je suis également intéressé sur le passé colonial de l'île et donc sur l'arrivée et le séjour de certaines communautés. Une petite précision dans ce passé colonial de l'île, cette arrivée de communautés, c'est qu'il y a quand même une chronologie. Hein. Il y a une chronologie dans l'arrivée de ces communautés en fonction de l'histoire du pays, des besoins de la colonie et en fonction surtout de l'histoire coloniale de la France, puisque le pays a été colonisé par la France. On a donc eu, au début, bien sûr, avec la prise de possession dont a parlé M. Vizine tout à l'heure, et le pasteur, les Français et les Anglais au début. Les Anglais qui étaient assez nombreux, même les colons. Vous avez une région comme Saint-Vincent-Tomo où plusieurs Anglais étaient installés, des Anglais qui ont laissé aussi bien dans certaines langues kanak que dans le parler calédonien, des expressions, des mots qui sont restés, datent de cette époque. Ensuite, chronologiquement, il y a une véritable chronologie. Hein. Il y a eu une main-d'œuvre dont on a, malheureusement, aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup, mais qui a été très importante, c'est la main-d'œuvre néo-hybridaise. Les travailleurs néo-hybridés ont été nombreux, ont été présents dans la colonie les premières heures de colonisation, et chez pratiquement tous les colons, il y avait des travailleurs néo-hybridés. Malheureusement, ces travailleurs néo-hybridés, eux aussi, ont connu des conditions de travail et de séjour très difficiles, on ne les connaît surtout qu'à travers des faits divers tragiques qui ont défrayé la chronique coloniale de l'époque, comme par exemple le massacre de la famille Pascal, comme on l'a coulé, ou encore plus récent, le massacre de la famille Angers-Haman par des travailleurs immigrés qui en avaient marre de leurs conditions de travail et de la façon dont ils étaient traités. Cette main-d'œuvre néo-hybridise, aussi bien en Calédonie qu'en Australie, elle a été magistralement traitée par un livre remarquable de Mme Dorothy Scheinberg qui a été édité par la Société d'études historiques de Nouvelle-Calédonie. Ensuite, bien sûr, il y a eu les Arabes qui sont venus de l'Espagne, il y a eu les Bagnards, hein, puis il y a eu ces travailleurs asiatiques dont M. Wanmai et Mme Mali en parlaient. Mais parmi ces travailleurs asiatiques, il y a eu aussi des Japonais. Alors les Japonais, on n'en parle pas beaucoup parce que bon, ils ont été, il y a quelques descendants encore, il y a des familles dont le patronyme est japonais, mais qui sont toutes métissées et qui sont très 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 nombreux. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient venus principalement en fait du 19e siècle travailler sur les mines, hein, en contrat avec la SLN mais également avec les petits mineurs. Ces gens-là avaient aussi des contrats de 5 ans renouvelables. Et ils ont pu, comme les travailleurs javanais, rester dans la colonie. Alors ce sont des gens qui travaillaient de façon très dure. Le premier endroit, les gens n'avaient même pas été prévenus du genre de travail qu'on attendait d'eux. Ce n'étaient pas du tout des mineurs. Donc leurs conditions étaient difficiles. Là aussi, il y avait des contre-maîtres, comme pour les Vietnamiens, comme pour les Javanais, surtout comme pour les Vietnamiens sur mine, des contre-maîtres racistes très durs. Et ces Japonais ont souffert. Ils ont travaillé de façon consciencieuse, sérieuse, et la plupart, une bonne partie plutôt, excusez-moi, sont restés en Calédonie, après un accord conclu entre le gouvernement français et le gouvernement japonais. Alors, avant la Seconde Guerre mondiale, ces gens-là ont profité d'une certaine crise économique, notamment dans les années 1910-1912, pour racheter des propriétés, des petites propriétés, parce qu'à ce moment-là, chez les colons, il y a eu une maladie du café, un champignon qui s'est mis dans les caféeries et qui a ravagé les caféeries entières. Les concessions pénales étaient des petites propriétés de 6-8 hectares, 10 hectares, et même chez les gros colons du café, il y a eu des ravages, je pense aux régions de Négropo, de Poigné-Riouin, de Canada, Négropo, Poigné-Riouin, Poigné. Et les Japonais sont arrivés à ce moment-là de la mine avec un petit pécule et ont pu racheter ces propriétés. Alors,
bien sûr, eux, ils ont fait autre chose. Hein. Ils ont fait même de la pêche, ils ont fait du commerce, ils ont fait des scieries, enfin, ils ont diversifié l'activité. Ils n'ont pas compté que sur le café. Et certaines parmi eux sont arrivés à des situations florissantes. Je pense à M. Motoyama à Canada, à M. Akinaga à la fois, et ainsi de suite. Des Japonais qui avaient pignon sur rue, qui avaient General Store, c'est-à-dire commerce où on vendait tout. Il y avait des caféries, bien sûr, du bétail. Il y en avait même sur Saramea, je pense à M. Kobayashi Kozaki, qui avait des titres miniers, c'est le drame de Pearl Harbor, hein, l'attaque surprise de l'armée japonaise, du gouvernement japonais sur la base américaine de Pearl Harbor, le 6 décembre 1941, qui a déclenché la guerre du Pacifique, et surtout qui a eu des conséquences tragiques dès le lendemain en Calédonie, puisque le gouverneur a ordonné l'arrestation de tous les ressortissants japonais et la mise sous séquestre de leurs biens. Les Japonais ont été emmenés en camion des centres de regroupement, Kadara, La Poix, Koné, jusqu'à la caserne de Galipatok, où ils ont été parqués dans des paddocks en pliage, et ensuite on les a amenés à l'île Nou, et là, en cas de combats successifs, on les a amenés en Australie, dans différents camps, où ils sont restés jusqu'à la fin de la guerre. Plusieurs d'entre eux sont morts dans ces camps, de maladies, pour X raisons. Voilà. Mais ces gens-là ont été attrapés d'une minute à l'autre, avec leur linge, le linge qu'ils avaient sur le dos, sans rien emmener. Ils ont donc tout perdu, puisque leurs biens ont été placés sous séquestre, et le tribunal a confié ces biens à des administrateurs de séquestre dans chaque village. Et là aussi, il y a une petite histoire qui s'est greffée, enfin une histoire pas très honorable, c'est que bien souvent, les administrateurs de séquestre ont profité de cette situation-là et ont eux-mêmes racheté après-guerre ces biens de Japonais mis en vente par le gouvernement français. Je pense au magasin Maillé à Canada, caférie Maillé, c'était les biens de Motoyama. Je pense au magasin Brignon et les biens à Saramea en café, c'était les biens de Kobayashi. Et ainsi de suite, partout, à Koné, partout où les Japonais étaient implantés et avaient des entreprises florissantes jusqu'à cette malheureuse période de décembre 41. Voilà donc pour les Japonais. Et il existe encore aujourd'hui des descendants de ces gens, parce que les Japonais étaient venus avec quelques femmes, mais beaucoup étaient venus célibataires, jeunes, et donc une fois partie de la mine et installée, s'étaient mariés avec des femmes kanak, avec des femmes européennes, avec des femmes indiennes, hein, et donc ça a donné là aussi un métissage. Au Canada, des descendants, il y a par exemple la famille Takamatsu. Dont le grand-père était commerçant en Akiti, qui a été ramassé, et dans les enfants, la maman était une femme kanak de Canada, elle est restée. C'est pareil avec les Akinaga à la voix, hein, il y a plusieurs exemples comme ça dans le territoire de famille japonaise, dont l'ancêtre, un grand-père a été ramassé en 41. Voilà. Je vais vous parler, moi, plus longuement, je vais essayer d'être court quand même, des travailleurs indiens. Parmi ces premiers travailleurs avec les néo-hybridés, les Vanuatu aujourd'hui, il y a eu les Indiens, ce qu'on appelait les coulisses indiennes, c'est-à-dire travailleurs indiens. Alors, les premiers, ils arrivent à partir de 1863, donc c'est très précoce dans l'histoire coloniale de l'île. Pourquoi? Eh bien, ils viennent dans le sillage des colons sucriers. Le gouverneur Guillen, dont le pasteur a parlé tout à l'heure, avait bien sûr, comme presque tout gouverneur qui sont succédés, le souci du développement économique de l'île. Mais Guillen était en plus un adepte de Saint-Simon, c'est-à-dire dans ses théories saint-simoniennes, il avait des vues bien carrées et il était ami avec le gouverneur de l'île de la Réunion. Il l'avait connu. Et donc il a échangé des courriers et pour le gouverneur comme pour plusieurs colons, plusieurs responsables du gouvernement, la Calédonie avait des grandes similitudes avec l'île de la Réunion puisqu'elle est sur la même latitude. Et c'est vrai qu'en Calédonie, on retrouve avec le climat chaud ou humide, on retrouve des grandes plaines alluvionnaires. C'était l'endroit idéal pour les plantations de la canne à sucre. L'avantage de l'île, en plus, c'est qu'elle était beaucoup plus vaste que la Réunion. Donc après ces échanges entre le gouverneur avec le ministre des colonies, eh bien, il y a une première délégation de colons qui va venir visiter,
et puis on va décider de, de venir tenter l'expérience sucrière en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est en même temps consécutif à une crise de cette industrie à La Réunion, une crise d'importation, une maladie dans l'importation. Enfin, je vous passe les détails. Toujours est-il que ces premiers colis indiens vont arriver en 1803, 1864, et ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a un bateau qui arrive de métropole, il fait escale à La Réunion, et si vous regardez le moniteur, c'est-à-dire le journal officiel, on voit à chaque fois, chaque arrivée de bateau, 15 travailleurs indiens, tel colon avec 6 colis indiens. Voilà, à chaque fois, les colons amenaient leur main-d'œuvre. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, ces engagés indiens étaient déjà engagés à La Réunion. Ils étaient originaires en réalité des comptoirs français et anglais de l'Inde. Hein, la France disposait de comptoirs en Inde comme Pondichéry, Chandernagore, Mahé, Yanao, mais également les centres anglais comme Madras. Et ils avaient déjà été embauchés à La Réunion pour les plantations de canne. Alors bien sûr, c'est des gens qui savaient planter la canne à sucre, c'est des gens qui savaient faire le sucre aussi, parce qu'il faut savoir fabriquer du sucre. C'est des gens qui travaillaient dans les usines à sucre de La Réunion, et donc c'est bien pour ça que les colons sucriers les ont amenés comme main-d'œuvre spécialisée. Bien sûr, ici, la pénitentiaire va se mettre à planter de la canne, à vouloir faire du sucre, notamment à Bouraï, va inciter les concessionnaires pénaux à planter de la canne. Et c'est d'ailleurs l'obligation pour les premiers concessionnaires de Bouraï, c'est de réserver une partie de leur concession à la culture de la canne à sucre. Les bagnards étaient soit arabes, soit européens, français, et bien sûr tous ne maîtrisaient pas cette culture de la canne, et la pénitentiaire sur Bouraï aura beaucoup de problèmes avec la plantation de canne à sucre, la production de sucre, bien que ce soit l'entreprise sucrière qui ait duré le plus longtemps dans le temps. Bouraï, c'est 1871, ensuite 1875, le démarrage du projet d'usine de Bakouya, jusqu'en 1900, pratiquement 1901, la fermeture. Donc c'est le projet qui a duré plus longtemps. Pourquoi? Parce que c'est l'entreprise sucrière, la pénitentiaire. Au début, c'est Ricky Hinson et le consul de Nouvelle-Zélande, Péchin, qui vont lancer le projet, mais qui vont le refiler à la pénitentiaire. Et là, si vous voulez, la pénitentiaire, parce qu'elle a les sous, parce que c'est l'État, va faire perdurer, malgré les déboires successifs, cette entreprise sucrière sur Bakouya. Mais les autres projets, il y a eu 9 projets sucriers en Calédonie. Les autres projets vont rapidement faire faillite dans l'espace d'une décennie. Il y a notamment 2 projets qui ont été développés par les pères Maris, une à Saint-Louis où on faisait du rhum excellent, le rhum de Saint-Louis était réputé, et également à Païta, où les Maris ont été un peu forcés ou se sont cru obligés de développer une usine à sucre pour ces colons, et notamment les colons Padone qui vivaient de façon, il faut le dire, misérable sur leur terre. Voilà. Donc ces coulisses, ces travailleurs indiens venus dans le sillage des colons sucriers vont être, bien sûr, après cette rapide faillite, vont se trouver sans emploi. Alors, ils vont chercher à s'installer dans la colonie, mais il faut savoir que dans la société coloniale de l'époque, on traitait ces gens-là avec un certain racisme, avec un rejet. Les travailleurs indiens n'étaient pas bien vus, même par les libérés du bagne, par les gens, les colons et tout. C'est une communauté, une petite communauté qui connaissait, je vous dis, un véritable rejet. Alors le gouverneur de l'époque, moi j'ai vu un procès verbal du conseil privé. Le conseil privé, c'est un petit organe de délibération autour du gouverneur qui dit qu'est-ce qu'on va faire de ces fainéants indiens? Il faut les renvoyer chez eux. Alors on en renvoie à Fidji, chez les Anglais, parce que Fidji l'archipel de Fidji a une industrie sucrière florissante. La communauté indienne est d'ailleurs importante là-bas. En Australie, mais surtout on va essayer de les renvoyer en Inde, chez eux. Mais certains de ces travailleurs indiens vont vouloir rester, puisqu'ils sont citoyens français. Ils venaient, je voulais dire, en grosse partie des comptoirs français de l'Inde. Ils étaient à La Réunion, qui était une colonie française. Mais il faut savoir qu'en Inde, il y avait un état civil français depuis 1776, très ancien. Donc ces gens-là étaient citoyens français. Ils ont dit au gouverneur, certains, nous on veut rester, on a le droit de rester.
Et certains vont commencer à s'installer dans le nord-est, à Ouaga, à Pointe-Bien. Ils vont s'installer à Kua, à Kawa, ils vont s'installer un peu partout où ils peuvent, en achetant des petites propriétés, en étant gérant d'une station pour des colons. Mais très vite, les gouverneurs successifs vont dire il n'est pas question de laisser installer ces Indiens-là partout dans la colonie. Alors c'est Courbet, le successeur de Olry. Olry, dont je vous parlais tout à l'heure, puisque c'est le gouverneur qui a dirigé la répression de 1878. Le successeur, c'est Courbet, l'amiral Courbet, qui va arriver en 1880. Et Courbet va dire il n'est pas question de laisser ces Indiens se répandre dans toute l'île, on va les regrouper dans un seul endroit. Et un endroit où il y a de la terre, eh ben, c'est justement la région de la Pointe, puisque après la répression qui s'est abattue pendant plusieurs mois sur la région, il n'y a plus aucune tribu. Et notamment sur la rive gauche de la Pointe, là où jusqu'en 78, jusqu'à l'attaque de la gendarmerie par les clans Kanaks, les clans, les villages Kanaks de la rive gauche n'avaient pas été touchés. Donc bien sûr, cette rive gauche, et notamment là où Ataï a été tué, c'est-à-dire le clan utérin d'Ataï, hein, les Warémoins, un grand clan Warémoin, également les clans Théiers, les clans du bord de mer, avaient été éliminés, tués ou déportés. La rive gauche, elle se trouve donc débarrassée, et Courbet va dire, ben voilà, on va installer justement là les Indiens. Et on a appelé ça la plaine de Naïna. Naïna, c'est Naïnon, le nom d'un grand chef kanak qui a été lui aussi décapité comme Ataï, en janvier 1979. Et à ce moment-là, on va installer ces Malabars, et de Naïna, la plaine va devenir la plaine des Malabars. Alors ces gens-là vont être installés dans des conditions très très dures par Courbet. Ils ont des attributions de terre, un lot de village et une concession de terre de 6-7 hectares comme pour les bagnards, mais avec des conditions beaucoup plus dures. C'est-à-dire que pour les lots de village, ils ont 1 an pour mettre en valeur. Les concessions, ils ont 3 ans. Donc autant dire que c'était difficile pour des gens démunis, ils n'avaient rien. Et on assiste effectivement 1 an après, dans le moniteur, dans le journal officiel, à des dépossessions prononcées par Courbet, parce que les gens n'ont pas eu le temps de mettre en valeur, ils n'ont pas eu les moyens de mettre en valeur. Alors de quoi vont vivre ces gens-là? Ben, ils vont cultiver sur leur concession rurale de 6 hectares, 7 hectares, ils vont cultiver des abreuvages, du maïs, ils vont faire quelques poules, voilà, ils vont vivoter. Certains vont délaisser leur concession et vont repartir à s'embaucher-sur-Mine ou alors sur les grandes stations d'élevage. Les travailleurs indiens, les coulisses indiens ont été des stockmen réputés. Et d'ailleurs, il y a eu des jockeys indiens comme M. Sapin, vainqueur de la Coupe Clark, hein, qui se déroulera demain. Et bien, il y a eu des jockeys comme ça indiens renommés dans l'histoire de l'hippisme calédonien. Alors, face à ce racisme, cet ostracisme auquel avait à faire face la communauté, et bien, qu'ont fait les gens? Et bien, ils se sont métissés. Cette communauté-là a aujourd'hui perdu la langue. Bon, il y a beaucoup de langues mais leur langue originelle, pour ceux qui étaient venus, ils ont perdu la langue, ils ont perdu la religion. Pourquoi? J'ai analysé ça dans un article publié dans une revue de M. Orleviel, Métissage forcé ou volontaire, une revue sur le métissage. J'ai appelé ça Métissage forcé ou volontaire, un exemple d'acculturation des Indiens de Nouvelle-Calédonie. Moi je dis que ces gens-là, ils ont eu la seule obligation, c'est de se métisser pour pouvoir s'intégrer dans une société coloniale sans concession. Voilà. Très vite, dès la deuxième génération, un peu comme pour les Arabes, ce qu'a dit Christophe tout à l'heure, ben les gens ils se sont mariés avec une femme d'une autre communauté, ce qui leur permettait aux enfants d'aller à l'école, tout simplement, aux enfants d'être acceptés, et puis aux enfants de pouvoir vivre. Voilà. Et de ce métissage, puisque les Indiens sont venus avec des femmes, c'est des couples qui sont venus. Mais même si on a retrouvé des descendants indiens, la plupart aujourd'hui, tous, pour ainsi dire, sont tous métissés. Même si on va dire le look, le physique, on voit tout de suite, aujourd'hui on les appelle les Malabars, on voit tout de suite que c'est un Malabar, mais si vous regardez dans sa généalogie, ben, il y a une maman arabe, il y a une maman européenne, il y a une maman kanak, une grand-mère d'une autre ethnie. Voilà. Ce qui a permis une intégration peut-être plus rapide ou plus facile pour ces gens dans la société. Alors combien était-il? Au départ aussi, cette acculturation, elle s'explique par le nombre. On a estimé entre 1863 et 1865 la première usine à sucre inaugurée par Guillen à Adabia, c'était l'usine de M. Joubert, un Français qui était venu d'Australie.
Elle se trouvait là où il y a l'actuel doc, le restaurant qui avait brûlé, là, le doc de la pénitentiaire à Dunberg, propriété Fayard. Juste avant, il y avait l'usine de M. de Vélan. Eh bien, cette oui, cette sucrerie-là a été mise en place là et a fourni le sucre, le premier sucre qui a même été primé en Australie. Hein, le sucre de Joubert a été primé en Australie. Ce qui s'est passé aussi, avant de terminer, pour cette industrie sucrière, pourquoi elle a fait faillite rapidement? Eh bien, les gens, même s'il y avait, il y avait des conditions en théorie idéales pour faire du sucre, un peu comme à La Réunion, il y avait des plaines alluvionnaires, il y avait un climat, il y avait de l'eau. Les terres allouées au colon sucrier n'étaient pas les bonnes. Les seules bonnes terres étaient celles de Davea et celles de Bouraï, Bakouya. Le projet de Ouameni ou de Tamois, de M. Hickson, c'était sur des terres orientées plus vers le littoral, donc des terres sèches, peu arrosées. Mais surtout, il y avait les sauterelles, les sécheresses. Je n'entends pas penser au moment du lancement de projet des colons sucriers. Et donc, c'est surtout ces aléas, et notamment les inondations aussi sur Bakouya, qui ont fait que les gens se sont découragés et ont fait rapidement faillite. Voilà en gros ce qu'on peut dire de ces travailleurs indiens. Petite communauté, comme vous disiez, entre le moment de l'usine de Joubert, 1905 et 1900, la fermeture de Bakouya, 30 ans, où on estime à peu près à 500 le nombre de travailleurs indiens qui sont venus. Donc ce qui fait qu'un petit nombre, ce qui explique également la perte des repères identitaires et la perte de la culture, de la religion, etc., etc. Alors après, lorsqu'on a fait les travaux du petit train, M. Feuillet a fait venir des Indiens, mais ils sont repartis. Une bonne partie est repartie. Une bonne partie, c'est là, est repartie à La Réunion. Voilà, je vous remercie.